Galilée et la loi d'inertie. Qu'est-ce que l'inertie? L'inertie d'un corps est sa tendance à résister à toute variation de son état de mouvement. Selon la théorie d'Aristote, tout mouvement d'un objet, autre que la chute libre, nécessite l'action d'une force. Si l'on supprime cette force, le mouvement s'arrête. Cette théorie a l'air d'être en accord avec l'expérience. Cependant, elle est fausse, car le frottement à la gravité masque la réalité. Galilée a découvert la vérité 18 siècles plus tard, grâce à une expérience faisant intervenir deux plans inclinés. Et il a indiqué qu'un corps, non soumis à des perturbations extérieures, reste à jamais en mouvement, à vitesse constante, sur un plan horizontal infini. Dans cette vidéo, nous avons refait l'expérience de Galilée et utilisé des moyens à la fois simples et modernes pour illustrer cette loi d'inertie. Le dispositif expérimental que nous avons utilisé est constitué de deux plans inclinés connectés, un plan descendant et un plan ascendant. Leur angle d'inclinaison α1 et α2 peuvent être modifiés. Un rail souple est placé sur ces deux plans inclinés. L'expérience consiste à faire rouler une bille de verre de 22 grammes et de 25 mm de diamètre sur ce rail depuis une origine O située à une hauteur petit h par rapport à un niveau 0. Dans cette première expérience, les angles d'inclinaison α1 et α2 des deux plans inclinés sont identiques. On constate que la bille remonte sur le second plan incliné jusqu'à une hauteur proche de la hauteur initiale petit h. La faible différence de hauteur est due au frottement de la bille sur le rail. Si l'on poursuit l'expérience, la bille oscille d'un plan incliné à l'autre en perdant à chaque oscillation un peu de hauteur en raison des frottements. La bille finit par s'arrêter au point le plus bas du rail. Pour cette deuxième expérience, l'inclinaison α2 du second plan incliné est inférieure à l'inclinaison α1 du premier plan. Comme dans l'expérience précédente, la bille remonte jusqu'à une hauteur proche de la hauteur initiale, mais après avoir parcouru une distance plus importante. Pour cette troisième expérience, l'angle d'inclinaison α2 est encore plus faible. Le même comportement est observé avec une distance de parcours encore plus grande. Remarque importante, si l'on modifie le profil du rail avec une petite cale, comme c'est le cas sur cet exemple, on ne modifie pas la hauteur finale de la bille. Cela signifie que le mouvement de la bille ne dépend que de l'état initial et de l'état final, et non du parcours suivi par la bille. C'est ce qu'on appelle un mouvement conservatif. On pourrait répéter les expériences en considérant des angles α2 de plus en plus petits. Dans tous les cas, la bille terminerait son parcours ascendant à la même hauteur, mais après des parcours de plus en plus longs. L'idée géniale de Galilée est d'avoir considéré le cas d'un angle α2 nul, c'est-à-dire un parcours horizontal après le parcours descendant sur le premier plan incliné. La partie horizontale est matérialisée à l'aide de petits repères noirs situés tous les 10 cm de 0 m à 1,2 m. Pour analyser avec précision le mouvement de la bille sur ce parcours horizontal, nous avons pratiqué de la façon suivante. Dans un premier temps, le mouvement de la bille est enregistré avec un caméscope à 100 images par seconde, soit avec un ralenti de 4 fois. L'enregistrement vidéo est ensuite découpé, à l'aide d'un logiciel, en une suite d'images individuelles numérotées de 0 à n. L'image 0 correspondant au début du parcours horizontal. Les images sont ensuite projetées par ordre croissant et chaque fois que la bille passe devant un repère noir, on note le numéro de l'image correspondante.
Comme chaque image correspond à 1/100 de seconde, on peut en déduire le temps petit t mis par la bille pour atteindre chacun des repères noirs situés tous les 10 cm le long du rail. Il suffit de diviser par 100 le numéro de l'image. Pour cette 5e expérience, considérons une bille de fer de 32 grammes et de 20 mm de diamètre. En utilisant la méthode décrite précédemment, on obtient exactement les mêmes valeurs des temps de passage de la bille devant les repères situés tous les 10 cm. Considérons le graphe donnant la distance parcourue horizontalement petit d en fonction du temps petit t. On obtient une droite de type d égale kt. K est une constante, c'est la pente de la droite. Sa valeur s'obtient en considérant le rapport grand A sur grand B. Dans le cas présent, grand A est égal à 1,2 m et grand B égale 0,95 secondes, soit K égale 1,26 mètres par seconde. L'équation D égale KT est en accord avec l'équation D égale VT typique d'un mouvement rectiligne uniforme. La pente K est donc égale à la vitesse de la bille. Ce mouvement, encore appelé MRU, est caractérisé par une vitesse V constante et une accélération petit a nulle. En conclusion, la bille roule sur le parcours horizontal selon un MRU en ligne droite et avec une vitesse V constante de 1,26 mètres par seconde. En l'absence de frottement, elle conserverait indéfiniment ce mouvement. C'est la loi d'inertie découverte par Galilée. Pour quantifier ce résultat expérimental, on peut considérer les énergies potentielles EP, cinétique EC et mécanique EM. L'énergie potentielle EP est l'énergie stockée sous forme gravitationnelle, élastique, électrique ou autre. Dans le cas des deux plans inclinés de notre expérience, seule l'énergie potentielle gravitationnelle EPG de la bille intervient et elle vaut mgh. M est la masse de la bille en kilogrammes, G l'accélération de la pesanteur qui vaut 9,81 mètres par seconde au carré et H la hauteur en mètres de la bille par rapport à une altitude de référence située à 0 mètre. Considérons maintenant les énergies cinétiques. Lors de son parcours sur un plan, la bille est animée à la fois d'un mouvement de translation et d'un mouvement de rotation. Deux types d'énergie cinétique sont à considérer. Premièrement, l'énergie cinétique de translation ECT. C'est l'énergie de la bille animée d'une vitesse de translation V. ECT vaut 1/2 de mv2. M étant la masse de la bille en kilogrammes et V la vitesse de la bille en mètres par seconde. Deuxièmement, l'énergie cinétique de rotation ECR. C'est l'énergie de la bille animée d'une vitesse angulaire de rotation oméga. ECR vaut 1/2 de J oméga carré, J étant le moment d'inertie de la bille. Dans le cas d'une bille pleine, le moment d'inertie, grand J, vaut 2/5 de mR2, M étant la masse de la bille en kilogrammes et R son rayon en mètres. Oméga est la vitesse angulaire de rotation. Oméga vaut alpha sur delta t. Alpha étant l'angle de rotation en radians et delta t le temps en secondes mis par la bille pour effectuer une rotation d'un angle alpha. Oméga s'exprime en radians par seconde ou en tours par seconde. On peut établir une relation entre la vitesse angulaire oméga et la vitesse de translation v. Considérons un point grand A situé sur la surface de la bille. Il parcourt une distance petit d égale r alpha pendant une rotation alpha et une durée delta t. La vitesse v du point A est égale à d sur delta t, soit v égale r alpha sur delta t, donc v égale r oméga.
et finalement oméga égale V sur R. Remarque importante, dans nos expériences, la bille ne roule pas sur un plan mais sur un rail, selon un rayon effectif de rotation REF. Pour calculer le rayon effectif REF, nous avons mesuré expérimentalement le déplacement de la bille après un tour de rotation. En réalité, pour augmenter la précision, nous avons considéré 10 tours de rotation. On obtient D égale 0,066 mètres. R effectif est égal à D sur 2π, soit 0,0105 mètres. Et pour terminer, considérons maintenant l'énergie mécanique EM. EM est la somme des énergies potentielles EP et cinétique EC. Dans notre cas, l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle gravitationnelle plus l'énergie cinétique de translation plus l'énergie cinétique de rotation. En l'absence de frottement, l'énergie mécanique est une constante. Cela signifie que toute variation d'énergie mécanique delta EM, qui est égale à l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale, est nulle. Cela signifie aussi que l'énergie potentielle peut se transformer tout ou en partie en énergie cinétique et inversement. L'unité d'énergie est le joule. Appliquons ces concepts à notre expérience. Afin de fixer les hauteurs h nécessaires pour calculer les énergies potentielles EPG, fixons tout d'abord la valeur de référence h égale 0 m au niveau de la partie horizontale. Considérons tout d'abord l'état initial. La bille, de masse m égale 0,022 kg et de rayon r égale 0,0125 m, se trouve à une hauteur initiale hi égale 0,15 m. Ses vitesses de translation vi et de rotation ωi sont nulles. Tout calcul fait, l'énergie potentielle de gravité EPGI vaut 0,032 joules. Les énergies cinétiques de translation et de rotation ECTI et ECRI sont nulles puisque la bille est au repos. L'énergie mécanique initiale, EMI, est donc égale à l'énergie potentielle EPGI et vaut 0,032 joules. L'état final peut être choisi n'importe où sur la partie horizontale du rail, puisqu'en tout point de cette partie, la hauteur et les vitesses de translation et de rotation sont identiques. Pour cet état final, la hauteur HF est nulle, la vitesse de translation VF est égale à 1,26 m par seconde et la vitesse de rotation ωf égale à VF divisé par REF vaut 120 radians par seconde. On obtient une énergie potentielle de 0 joule, une énergie cinétique de translation de 0,017 joules, une énergie cinétique de rotation de 0,010 joules et une énergie mécanique finale de 0,027 joules. On constate une différence de 0,005 joules entre les énergies mécaniques finales et initiales. Cela signifie que la majeure partie de l'énergie potentielle initiale, EPGI, s'est transformée en énergie cinétique, de translation et de rotation, ECTF et ECRF, et une faible partie en frottement de la bille sur le rail. Pour finir, considérons le cas idéal d'une absence de frottement et d'une bille qui roule sur un plan et non sur un rail. Les expressions suivantes permettent de calculer la vitesse VF atteinte par la bille lors de son parcours horizontal selon un mouvement rectiligne uniforme. On obtient VF égale racine de 17e de GHI. On constate que cette vitesse VF ne dépend pas de la masse. Les expériences 4 et 5, décrites précédemment et impliquant des billes de masses différentes, sont en accord avec cette propriété. L'application de cette formule conduit à une vitesse idéale de 1,45 m par seconde,
à comparer avec la vitesse réelle de 1,26 mètres par seconde. On peut considérer un second cas idéal avec, comme précédemment, une absence de frottement, mais aussi une absence de rotation, avec par exemple un galet glissant sur un plan. On obtient ainsi une vitesse VF égale à racine de 2 GHI. Une vitesse idéale VF de 1,71 mètres par seconde est obtenue dans ce cas. En conclusion, la loi d'inertie découverte par Galilée a été publiée en 1638 dans un ouvrage intitulé « Discours et démonstrations mathématiques concernant deux nouvelles sciences liées à la mécanique et aux mouvements locaux ». Cependant, cette loi présente une difficulté, car Galilée indique que le mouvement à vitesse uniforme du corps se fait sur un plan horizontal infini. Or, c'est impossible sur une Terre sphérique. Il a considéré, de façon erronée, que le mouvement uniforme se fait sur un grand cercle autour de la Terre. En 1644, Descartes a corrigé cette erreur en indiquant que la tendance d'un corps en mouvement est de se déplacer en ligne droite. Enfin, en 1687, Isaac Newton a formulé sa première loi sur l'inertie. Tout corps reste immobile ou conserve un mouvement rectiligne uniforme aussi longtemps qu'aucune force extérieure ne vient modifier son état. Il a eu la délicatesse d'attribuer cette première loi à Galilée.